à mon avis, on doit être très proche de notre agenda. Par exemple, la recherche de la paix, on n'en parle plus tellement. Il faut qu'on remette ça sur le tapis. On ne doit pas se décourager. La paix est à portée de main, il faut le vouloir. Comme je vous l'annonçais dans la présentation du programme de cette heure d'actualité, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Marco Sarabia. Marco, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous les auditeurs et les auditrices. Alors je rappelle justement à nos auditeurs que vous êtes membre du Parti travailliste et je voudrais que l'on parle des derniers développements au sein du Parti travailliste parce que, eh bien, on avait, on va dire il y a encore 2-3 semaines le sentiment que Merav Michaeli dominait et contrôlait parfaitement ce qui se passait au sein du parti. Et là, hier, un retournement de situation plutôt inattendu. Elle a été désavouée, Merav Michaeli, par la direction du parti pour avoir voulu tout simplement annuler la fonction de secrétaire général, surtout en sachant que le secrétaire général actuel a été son rival justement dans la confrontation au poste de président. Il s'appelle Eran Chevroni. Et puis dans les sondages, en même temps, ces derniers jours, on a vu des sondages qui sont plutôt inquiétants pour le Parti travailliste, qui sont pas loin du seuil d'éligibilité. Que se passe-t-il actuellement au Parti travailliste? Est-ce que on va dire le leadership de Merav Michaeli est remis en cause? Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Parti travailliste était un parti de gouvernement très important. Je vous rappelle qu'au temps de Rabin, il faisait 40-50 mandats sur 120 חברי Knesset. Alors, il avait une structure démocratique très importante. C'est-à-dire que il y a une direction restreinte d'une quinzaine de personnes. Il y a en dessous, il y avait même un secrétariat de 200 personnes qui ne travaillent plus tellement. Il y a en dessous de ce secrétariat un grand comité de délégués d'à peu près 2-3 000 personnes dont je fais partie. C'est le comité central. Voilà, et ce comité central décide des grandes décisions stratégiques et pour l'avenir du parti, sur les changements de structure. Et ce comité central n'est pas complètement acquis à personne, en fait. C'est-à-dire qu'il reste encore des anciens soutiens d'Amir Pérez, des anciens soutiens de Sheli Achimovic, des anciens soutiens de Herzog, de Barak. Enfin, bref, c'est un mélange d'énormes, de beaucoup de tendances. Alors, ce qui s'est passé, il y a déjà un an, et Merav Michaeli a proposé un comité de vérification pour voir si cette structure très lourde, elle convient encore à notre dimension. On est devenu un petit parti, hélas. On a 7 mandats à la Knesset. Et je ne crois pas au sondage pour le moment, parce que ça peut changer énormément. Et il y aura beaucoup de retournements de situation, à mon avis. Et donc, elle a fait ce comité, mais ce comité n'a pas eu le temps de rendre ses conclusions et pour rénover complètement la structure du parti, pour qu'il reste démocratique, mais qu'il soit un peu plus léger à manier, parce que c'est quand même très très lourd. Sans compter qu'il y a des comités de région, des comités de secteurs, les comités des kibbutzim, des moshavim, des druzes, des bédouins, les comités de Tel Aviv, les comités de Jérusalem. Enfin, c'est une structure tentaculaire et très difficile à gérer quand on est un petit parti, et avec peu de moyens, évidemment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que elle n'a pas eu le temps. Une des principales conclusions de ce comité, c'était d'annuler la fonction de Maskal, de secrétaire général. Le secrétaire général, en fait, il avait pour but à l'époque de faire marcher tous ces comités de terrain. Avant tout, de faire marcher le terrain. Mais ce qui se passe ces dernières années, le secrétaire général qui a été élu à l'époque où Amir Pérez avait beaucoup d'influence, et sans arrêt, il essaie de contrarier toutes les décisions de Merav Michaeli. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que il est sans arrêt contre.
Alors, en fait, normalement, son travail, c'est d'appliquer la politique du parti sur le terrain, de préparer les élections municipales, les élections nationales, les élections locales, parce qu'on a aussi des élections de secrétaires de comité, des élections de délégués. Enfin, c'est vraiment une structure démocratique extraordinaire, le Parti travailliste. Et elle a voulu un peu, sans trop de préparation, hélas, elle n'a pas eu le temps d'expliquer sa démarche, que le secrétaire général était de trop, en fait. Il n'avait plus de raison d'être. Et il y a, en dessous du secrétaire général, il y a ce qu'on appelle un mancal, un directeur général. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment, faut pas oublier ça que fait beaucoup de monde, ouais. Voilà, alors donc elle n'a pas préparé suffisamment les électeurs du comité directeur. Elle était trop sûre d'elle par rapport aux résultats des primaires qui lui ont donné 82% des suffrages, n'est-ce pas? Non, je pense que tout simplement c'est un manque de temps parce qu'elle doit préparer les élections. En ce moment, on est en pleine élection pour la liste de la Knesset. Ce sont les adhérents qui élisent la composition de la liste des candidats à la Knesset. Alors, donc on est très occupé par ce processus démocratique extraordinaire. Il y a 50 candidats pour ces postes de députés. Pour dans le meilleur des cas, 6 à 7 postes, comme le prédisent plus ou moins c'est ça, les meilleurs sondages. Ça montre que le parti est très vivant, et très, il y a du potentiel en fait. Et en fait, le fait de se faire élire par les électeurs, ça permet une indépendance des Chavrei Knesset, des membres de la Knesset, alors, et ils sont pas redevables au président du parti. Alors justement, là aussi, et on peut se poser la question au niveau des appréciations de Merav Michaeli. Alors qu'on voit, par exemple, du côté de la droite israélienne ou la droite radicale, une volonté d'union entre Ben Gvir et Smotrich, c'est ce dont on parle ce matin. Eh bien, au niveau du Parti travailliste, on a véritablement le sentiment que Merav Michaeli, elle, ne veut pas du tout d'une union possible avec Meretz. Pourquoi cette opposition farouche de Merav Michaeli sur ce point-là? Alors, on a déjà fait ça. Aux dernières élections, on avait fait une union avec Meretz, et ça n'a pas très bien réussi. Aux élections avant les années dernières, parce qu'il y en a eu tellement. Oui. Et on a perdu des voix. En fait, ce qui se passe, quand on fait une union avec Meretz, certains de nos électeurs qui sont de centre-gauche modéré, ils vont chez Yesh Atid, ils s'enfuient, et ils vont vers Kahol Lavan. Et par contre, chez Meretz, ceux qui sont très à gauche vont fuir vers la liste arabe ou vers encore plus à gauche. Alors donc, ce qui se passe, c'est que ensemble, on fait moins de voix que si on est séparés. Donc, ça n'est pas un bon calcul de faire une union, à mon avis. Et de toute façon, les deux partis vont passer le seuil d'éligibilité. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cela aussi peut-être une volonté de la part de Merav Michaeli de dire les unions, les alliances, ça n'a jamais véritablement profité au Parti travailliste, ça n'a fait que l'affaiblir, et que si on veut véritablement espérer être un jour à nouveau un parti de pouvoir, un parti influent, eh bien, il faut se donner une identité propre et ne pas s'allier avec d'autres partis. Il y a aussi exactement, oui, exactement. On a un agenda, on a une idéologie, on a un programme spécifique à nous, social-démocratie et recherche de la paix de notre côté, protection de la démocratie sont les grandes lignes de notre parti, et la social-démocratie, je voudrais rappeler, c'est un peu la social-démocratie à la française. Et en Israël, on est très loin de cette social-démocratie à la française. Parce que l'actuel ministre des Finances est plutôt dans le sens très libéral, très capitaliste, un peu comme Netanyahou. C'est-à-dire, il n'y a pas une grosse différence entre la conception économique de Lieberman et la conception économique de Netanyahou. Ouais. Et donc, on doit, pour proposer aux électeurs une voie différente qui serait plus humaine. Nous, on propose justement de plus d'intervention de l'État
plus d'augmenter les subventions, les allocations familiales, de construire des logements publics. On n'entend pas vraiment le Parti travailliste sur ce dossier social, en particulier lorsqu'on parle de la cherté de la vie, en particulier ces derniers mois, le problème qui préoccupe le plus les Israéliens, donc la hausse du coût de la vie. On n'entend pas vraiment un message clair de la part des travaillistes. Alors, je voudrais expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices un petit peu tous les éléments de la cherté de la vie. La cherté de la vie, c'est pas seulement le coût des produits, c'est aussi les salaires. Quand les salaires sont hauts, on sent moins le coût des produits. Et pas seulement, on a par exemple, nous, on a fait avancer une loi en première lecture de faire monter le salaire minimum à 40 shekels de l'heure. Et déjà, c'est aussi une façon de lutter contre la cherté de la vie. Troisième chose, le troisième pan de la cherté de la vie, c'est aussi ce que l'État propose pour aider les citoyens. Par exemple, la santé, de faire moins de médecine privée et de permettre une médecine de qualité à tous. Et de faire un logement public afin que les plus pauvres puissent avoir accès à un logement à prix accessible. Ça, c'est les autres aspects de la cherté de la vie, et c'est ce que nous on propose. C'est-à-dire il y a des choses qu'on ne peut pas lutter. Effectivement, il y a eu pendant ces 10-15 dernières années une multiplicité de monopoles qui se sont emparés des importations de produits de base, et donc ça influence sur le coût de la vie. Mais ces monopoles-là, on peut lutter justement contre eux si on fait introduit un peu plus de concurrence. Et le secrétaire à la concurrence, le secrétaire antitrust en Israël, est très faible. On ne l'entend pas. Et pourtant, il y a des monopoles extraordinaires. Et ça aussi, on peut le renforcer. Et ça fait partie de notre combat, pas seulement cette année, mais toutes ces années. Simplement, quand on a un secrétaire, un ministre des Finances qui n'est pas de notre côté, c'est difficile. On a fait des compromis uniquement pour pouvoir garder cette coalition qui était fragile, et finalement elle a fini par tomber. Mais on a pensé qu'il valait mieux et continuer à gouverner. Alors, le gouvernement continue à travailler. Alors justement, je voudrais revenir sur le gouvernement parce que c'est aussi un sujet important. On l'a vu avec le parti Meretz, c'est peut-être le phénomène, il est semblable avec le parti travailliste, c'est que les partis qui restent trop longtemps dans l'opposition, lorsqu'ils se retrouvent au pouvoir, eh bien ils ont quelques difficultés à gouverner ou à retrouver des habitudes de pouvoir. On le voit par exemple au Meretz, Nitzan Horowitz, Issaoui Frej, Tamar Zandberg, chacun des trois leaders du parti Meretz n'ont pas l'intention de continuer sur le devant de la scène, comme s'ils avaient été épuisés par leur fonction gouvernementale. Et du côté du parti travailliste, on n'a pas véritablement eu le sentiment que ni Mirav Michaeli en tant que ministre des Transports, ni Omer Bar-Lev en tant que ministre de la Sécurité intérieure, ni Nachman Shai en tant que ministre de la Diaspora n'ont réalisé des prouesses au niveau du pouvoir. Est-ce que finalement le parti a... Alors moi je suis pas d'accord avec cette analyse parce que le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev a fait des révolutions dans la police et dans le service des prisons. Justement, il a trouvé un système très corrompu, justement. Il est en train de faire le ménage. Il est en train de lutter contre la violence arabe. Dans le secteur arabe, il y a énormément de violence. Et c'est le seul qui vraiment a pris le taureau par les cornes. On voit pas de résultat, ça fait un an. Mais justement, parce que il y a beaucoup de travail à faire. Et si la violence augmente, c'est aussi parce qu'il s'attaque aux grandes mafias du secteur bédouin et arabe. Et justement, c'est un retour de bâton, justement, de ce secteur-là. Jusqu'à présent, on l'a laissé travailler en silence juste pour avoir la paix. Il y avait une corruption énorme. Marco, que le Parti travailliste peut redevenir un parti de pouvoir qui... Alors justement, c'est ce que je vous dis. Le ministre Omer Bar-Lev travaille très dur et il a de vraies réalisations. Il lutte aussi contre la violence contre les femmes. Merav Michaeli a essayé de rénover, d'abord d'investir beaucoup plus dans les transports en public, parce que c'est vraiment les transports populaires. Et elle a fait un tarif unique pour tout Israël, et c'est un peu plus juste maintenant
maintenant le tarif. Elle fait la gratuité pour les plus de 75 ans. Elle investit énormément d'argent dans de nouvelles rames de train. Ça prend du temps. C'est-à-dire que on verra les résultats l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais ce sont des réformes énormes qui sont faites. Il aurait fallu 3-4 ans au gouvernement pour pouvoir les entreprendre. Bon, maintenant, le gouvernement continue. Un gouvernement d'intérim travaille. C'est-à-dire, il ne peut pas faire passer de loi, mais il continue à travailler. Le ministre de la diaspora... Je voudrais vous poser, Marco, une dernière question, parce que on arrive à la fin de cet entretien. Comment le Parti travailliste peut passer, on va dire, de 5, 6, 7 mandats dans les élections à on va dire, un score à 2 chiffres, 10, 12, 15 mandats, un peu comme il avait réussi plus ou moins à le faire sous Yitzhak Herzog. C'est-à-dire, comment faire pour ramener, on va dire, une partie de l'électorat travailliste qui est parti du côté de Yesh Atid et de Carole Lavan. Et de Carole Lavan aussi. Voilà. Alors Carole Lavan maintenant est un centre droit puisqu'il s'est allié avec Guidon Sarr. Alors donc peut-être que les électeurs vont revenir. On doit continuer dans cette voie. On doit être très proche de notre agenda. Par exemple, la recherche de la paix, on n'en parle plus tellement. Il faut qu'on remette ça sur le tapis. On ne doit pas se décourager. La paix est à portée de main. Il faut le vouloir. C'est une décision. On n'a pas décidé vraiment de faire la paix. Alors, c'est passé sous le tapis. Maintenant, je pense que le Parti travailliste a beaucoup à proposer. Il faut simplement qu'il communique mieux, peut-être aussi. Et Merav Michaeli fait un énorme effort de travailler sur les nouveaux médias, TikTok, Instagram, Twitter, et je pense qu'elle a une grosse audience, on l'entend beaucoup, et peut-être ça donnera des résultats aux prochaines élections. Je le souhaite. On a le temps, on a quand même 3 mois jusqu'aux prochaines élections. Les choses peuvent changer, il faut travailler, et puis ça dépend de la liste qu'on va élire dans la semaine prochaine. Cette liste, si elle est attractive, s'il y a des députés de qualité qui ont quelque chose à proposer, qui ont un projet de loi, il y a énormément de députés de qualité. Émilie Moati, et Naama Lazimi, et Gilad Kariv, il y a Omer Barlev. Je pense que ce sont des gens de vraiment très très et qui sont vraiment dévoués à la cause et qui se sont très peu occupés de politique et de communication. Ils ont surtout se sont occupés à travailler vraiment. Et c'est ça. Alors maintenant, la communication c'est important, donc on va peut-être plus investir dans la com, à mon avis. Eh bien, Marco Sarabia, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir permis de faire un point sur ce qui se passait à l'intérieur du Parti travailliste, un ancien grand parti de l'échiquier politique israélien qui essaye de se refaire une santé, si l'on peut dire aujourd'hui, sous la direction de Merav Michaeli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Marco, et à bientôt. Merci, Daniel, et bonne journée à tous.